participé à cette grande activité qui a permis de dépister 18 000 personnes qui ont pu bénéficier de ce dépistage. Et ces personnes comportent aussi bien des nouveau-nés, des enfants malades, des femmes enceintes que de jeunes personnes. C'est une très belle initiative qui nous permet de voir quelle est l'ampleur de cette affection et de pouvoir véritablement nous engager dans la prise en charge. Cette prise en charge, c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Comment suivre l'enfant atteint de drépanocytose et la place de ce traitement que constitue l'hydroxyurée va nous être précisé de façon claire avec le concours du docteur Agbei, et elle sera assistée par le modérateur docteur Romaric Massy. Je vous souhaite donc la bienvenue et je garde l'espoir que au cours de cette séance, nous allons nous approprier davantage de comment procéder pour cette prise en charge et quels sont les avantages du traitement. Comment est-ce qu'il faut conduire ce traitement-là? Quels sont ses bénéfices? Donc, c'est avec cet espoir, cette note d'espoir, que je déclare ouvert cette session de communication sur le suivi de l'enfant atteint de drépanocytose. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher maître. Merci pour cette exhortation. Je pense que vos propos sont rentrés dans des oreilles bien averties et nous resterons très bien concentrés au cours de cette soirée pour suivre les avancées sur le suivi de l'enfant atteint de la drépanocytose. Je voudrais donc prier tous les participants à bien vouloir muter leur microphone afin que des bruits désagréables ne nous perturbent au cours de ce webinaire. Pédiatre et enseignant-chercheur, le professeur Falilatou Agbei exerce au sein du département mère-enfant de la faculté de médecine de Parakou. Ses activités d'enseignement, de recherche et de pratique clinique sont principalement consacrées à la pédiatrie avec un intérêt particulier pour la drépanocytose. Auteur et co-auteur de nombreuses publications scientifiques, elle contribue activement à l'amélioration des connaissances médicales et à la formation des futurs médecins au Bénin, tout en participant à la prise en charge des enfants au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou à Parakou. Vous l'auriez compris, c'est notre maître, le professeur Agbei Mohamed Failatou, qui prendra la parole pour nous enseigner. Cher maître, vous avez la parole. Merci. Professeur Agbei, vous nous recevez. Vous voudrez bien ouvrir votre micro, s'il vous plaît? C'est bon, vous m'entendez? Oui, nous vous recevons, cher maître. Vous pouvez y aller. Merci. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Donnez-moi quelques instants pour que je me retrouve là. Je vais retourner à mon écran. Voilà. Vous m'entendez? Oui, nous vous recevons, cher maître. Vous pouvez y aller. Très Merci. bien. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher maître, professeur Marcel Zanou.
Avant que je ne commence ma présentation, permettez-moi de remercier l'équipe de Juin Vermeil qui m'a fait l'honneur de présenter cette communication sur le suivi de l'enfant atteint de drépanocytose. Mais avant cela, permettez-moi également que je rende un hommage particulier à certains de mes maîtres, notamment tous mes maîtres de la pédiatrie. Et j'ai une pensée particulière pour le professeur Aïvi, pour le professeur Koumakwaï, paix à son âme, et spécialement pour le professeur Raimi. Parce que si aujourd'hui je parle de la drépanocytose, c'est seulement et à cause de lui. Et je me rappellerai toujours de mes débuts en 2017. Et la drépanocytose n'est pas quelque chose de facile à gérer. Il te faudra beaucoup de courage, de la patience, de l'abnégation. Et vraiment, je voudrais profiter de cette opportunité pour lui rendre un hommage spécial. Et il fait partie des pionniers en matière de la prise en charge de la drépanocytose en Afrique. Et on ne peut pas parler de la drépanocytose au Bénin sans parler de lui. Alors, cela étant, il m'a été demandé de parler du suivi de l'enfant atteint de drépanocytose et d'insister sur la place de l'hydroxyurée dans ce suivi. Alors, le plan que je propose est le suivant. Après une introduction, je dirai en quelques mots ce que c'est que la drépanocytose. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important un suivi médical? Quelles sont les composantes du suivi de l'enfant en période de stabilité clinique? Quelle est la place de l'hydroxyurée dans la prise en charge de la drépanocytose? Et je terminerai par le calendrier de suivi retenu dans le cadre du PEN+ au Bénin. Alors, on sait que la drépanocytose, c'est vraiment la première maladie génétique au monde. Et ces dernières années, l'OMS en a fait une priorité de santé publique, surtout en Afrique au sud du Sahara. C'est vrai qu'en 2021, 515 000 nouveau-nés étaient nés avec la drépanocytose, dont 80% en Afrique au sud du Sahara. Elle constitue la 12e cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Dans les pays développés, beaucoup de progrès scientifiques ont été faits et ceci corrélé à une meilleure qualité et à une meilleure espérance de vie des sujets atteints. Mais en Afrique subsaharienne, nous sommes encore confrontés à de nombreux défis, notamment les défis concernant la compréhension de la maladie par les communautés, les défis diagnostiques, thérapeutiques, les défis en termes d'organisation de la prise en charge, les défis socio-culturels, pour ne citer que ceux-là. Alors, c'est quoi la drépanocytose? Eh bien, c'est une maladie de l'hémoglobine, l'hémoglobine étant le principal constituant des globules rouges. C'est une maladie à transmission autosomique récessive, biologiquement codominante, caractérisée par la présence dans les globules rouges d'une hémoglobine anormale appelée hémoglobine S. Il faut dire qu'on distingue les syndromes drépanocytaires majeurs qui regroupent les homozygosies SS et les hétérozygosies composites, associant l'hémoglobine S à d'autres variantes anormales de l'hémoglobine telles que l'hémoglobine C, D, au arabe, ou à des anomalies quantitatives de l'hémoglobine, notamment les bêta-thalassémies. Il existe également les traits drépanocytaires qui sont asymptomatiques. Sur le plan épidémiologique, il faut dire que la drépanocytose se retrouve sur toutes les parties du monde et bien évidemment, l'Afrique au sud du Sahara reste la région la plus touchée avec de principaux foyers comme la République démocratique du Congo et le Nigeria, pour ne citer que cela. En termes de prévalence au Bénin, elle serait de 4,8% selon le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Chez les enfants de moins de 5 ans à Parakou en 2017,
2025, la prévalence était de 4,2% et la mortalité hospitalière était de 3%. De transmission, il faut rappeler que la drépanocytose va survenir lorsque vous avez deux parents porteurs de traits. Et donc, le risque à chaque grossesse d'avoir un enfant atteint d'un syndrome drépanocytaire majeur est de 25%. Sur le plan physiopathologique, du fait de la présence de l'hémoglobine anormale appelée l'hémoglobine S, le globule rouge dans certaines situations particulières telles que l'hypoxie va subir des modifications et ceci en rapport avec une polymérisation de l'hémoglobine S, c'est-à-dire une rigidification de l'hémoglobine S. Cette polymérisation de l'hémoglobine S va entraîner la falciformation des globules rouges, c'est-à-dire la déformation des globules rouges sous forme de faucille ou de banane. Cette falciformation va être à l'origine d'obstruction au niveau surtout des microvaisseaux. Et les phénomènes d'obstruction au niveau des vaisseaux osseux vont être à l'origine des crises vaso-occlusives. La falciformation des globules rouges va entraîner une fragilité de ces globules rouges responsables d'une anémie hémolytique chronique. Les épisodes de falciformation répétés au niveau de la rate vont à la longue entraîner une fibrose de la rate et une perte de la fonctionnalité de cette rate-là, rendant le sujet plus vulnérable aux infections graves, notamment les septicémies, les pneumonies et les méningites, pour ne citer que ceux-là. Alors, sur le plan clinique, nous allons avoir la période de stabilité clinique et la période de complication. La période de stabilité clinique correspond à celle où un patient est peu symptomatique et cela va se manifester essentiellement par de la pâleur, un ictère, un retard staturo-pondéral. La phase de complication, il faut distinguer les complications aiguës qui découlent de la physiopathologie que nous avons vue, notamment celles vaso-occlusives, anémiques et infectieuses, mais également à long terme des complications chroniques telles que les rétinopathies, telles que l'ostéonécrose avasculaire, telles que l'insuffisance rénale ou les néphropathies, pour ne citer que ceux-là. Alors, au vu de ces manifestations cliniques, la drépanocytose est une maladie chronique et pour cela, il est important donc qu'un suivi puisse être fait par rapport aux enfants ou aux sujets atteints. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut ce suivi médical? C'est une maladie chronique, elle impose un suivi à long terme. Elle impose également une éducation thérapeutique dans une prise en charge qui se doit d'être holistique, c'est-à-dire globale et multidisciplinaire. Le but du suivi, c'est surtout d'anticiper et de prévenir les complications, de dépister et de prendre en charge précocement les complications chroniques. Et ceci a comme finalité d'améliorer la qualité de vie du patient, mais également la survie de l'enfant qui est atteint. Quelles sont les composantes de ce suivi? Nous allons voir globalement deux volets. Nous allons voir ce qu'on va appeler la consultation d'inclusion et la consultation de suivi avec des volets que nous allons passer en revue. Alors, c'est quoi la consultation d'inclusion? La consultation d'inclusion, c'est vraiment la base de charge, c'est la suivi médical, c'est le premier contact donc, de l'enfant de ses parents à la découverte donc du statut de l'enfant par rapport à la drépanocytose. Il faut dire que c'est une étape capitale parce qu'elle concourt à l'adhésion effective des parents au processus de suivi. Elle requiert des conditions préalables, notamment la disponibilité des deux parents, ce qui est l'idéal, et un dossier préalable comprenant l'acte de naissance de l'enfant, les différents carnets de santé
permettant de mettre en exergue les situations de maladie, les soins que l'enfant a eus, le statut vaccinal, les résultats des différents examens paracliniques qu'il a eus, notamment l'électrophorèse de l'hémoglobine, les hémogrammes et tout autre examen qu'il aurait fait, et bien évidemment, une fiche de consentement éclairée signée des parents. Alors, cette consultation d'inclusion passe par plusieurs étapes, notamment l'accueil, l'installation des parents et de l'enfant, l'établissement du dossier médical qui exige une étude de l'itinéraire thérapeutique de l'enfant soit faite pour voir quels sont les différents épisodes de maladie qu'il a eus, quelles ont été les circonstances du diagnostic, comment se présentaient ces hémogrammes, quelle est l'étude de l'hémoglobine et bien évidemment, cela permet donc de résumer l'histoire de l'enfant avant donc son inclusion dans le processus de suivi. Il va de pair avec l'interrogatoire qui va préciser les renseignements généraux de l'enfant, de ses parents, des membres de la fratrie. Les antécédents de l'enfant, nous sommes en pédiatrie, donc il faut insister sur les antécédents physiologiques, avec un accent particulier sur les vaccinations, la nutrition, les antécédents liés à la drépanocytose, notamment le nombre de crises vaso-occlusives que l'enfant fait par an, les transfusions antérieures et le traitement auquel l'enfant est soumis. La consultation d'inclusion passe également par l'examen physique de l'enfant qui doit être un examen minutieux, prenant en compte les mensurations de l'enfant, recherchant la pâleur, un ictère bulbaire, l'examen minutieux de chaque appareil sur un enfant complètement dévêtu pour rechercher des anomalies telles qu'une splénomégalie, une hépatomégalie, apprécier l'état du cœur, des poumons. Et puis, surtout chez les jeunes nourrissons, c'est l'occasion en fait d'enseigner aux parents la palpation de la rate. La palpation de la rate étant très capitale en ce sens qu'il y a une complication majeure, redoutable, mortelle, qui intervient surtout chez les jeunes nourrissons qu'on appelle la séquestration splénique. Et donc, enseigner la palpation de la rate aux parents contribue donc au dépistage de la séquestration splénique. Et au terme de cet examen, il faut pouvoir restituer tous les éléments de l'examen aux parents et ensuite avoir un entretien avec eux. Cet entretien va permettre de revenir sur les modes de transmission de la maladie, toutefois porter un jugement sur les parents. L'entretien va également aborder différents volets de la prise en charge à domicile, notamment la nutrition, l'hydratation, la prophylaxie antipalus, la prévention des infections bactériennes et la reconnaissance des signes d'alerte. Nous allons en parler dans les dias qui vont suivre. Et bien évidemment, d'autres conseils peuvent être donnés aux parents, notamment la planification familiale. Si vous êtes devant une jeune mère qui a un jeune nourrisson, donc il faut quand même mettre en place des mesures préventives pour qu'elle ne puisse pas avoir précocement de nouvelles grossesses qui peuvent donc empêcher qu'elle puisse suivre régulièrement l'enfant atteint. En dehors de cet entretien, c'est au cours de la consultation d'inclusion qu'il faut initier le traitement de fond. Ce traitement repose sur l'administration de la pénicilline V, de l'acide folique, le déparasitage, la mise à jour des vaccins. C'est également à cette consultation qu'il faut prescrire le bilan initial de suivi qui va reposer sur la réalisation de 3 hémogrammes à 2 semaines d'intervalle en dehors de tout épisode de maladie, le dosage de la G6PD, l'étude de l'hémoglobine, le groupage sanguin rhésus avec phénotypage étendu, la bilirubine totale et conjuguée, la sérologie HIV, l'hépatite B. Et puis, il faut également pouvoir mettre en place une fiche de liaison, on parle de fiche de rendez-vous entre donc le centre de suivi et la famille, ou au besoin mettre en place un carnet de suivi. Et c'est au cours de cette consultation qu'il faut pouvoir décrire aux parents quelle est l'organisation
des soins par rapport à la drépanocytose dans la structure de santé où vous êtes et bien évidemment sensibiliser les parents sur l'importance du suivi et programmer les prochaines étapes que nous allons voir dans le calendrier de suivi. Alors, la consultation de suivi ouvre la porte au suivi ultérieur et ce suivi est variable selon l'âge de l'enfant. Il faut dire que avant l'âge de 2 ans, c'est une fréquence d'une consultation tous les 2 mois et après l'âge de 2 ans, ça va être une consultation tous les 3 mois. Professeur Abey, s'il vous plaît. Oui, oui. Abey, vos dias ne défilent plus. Vos diapositives ne défilent plus. Vous pouvez les défiler, s'il vous plaît? Oui, ça défile chez moi. Oui, là, c'est bon maintenant. Allez-y, allez-y. Je les remets en diapo, c'est bon? Oui. Alors, il faut dire que la consultation d'inclusion ouvre la porte au suivi ultérieur qui comporte plusieurs volets que nous allons passer en revue. Le volet clinique. Donc, à chaque consultation, il est important de s'enquérir des événements survenus entre 2 consultations, donc entre la précédente et l'actuelle. Donc, rechercher des signes, mettre les complications aiguës, ça peut être une fièvre, des douleurs osseuses, pour ne citer que cela. C'est au cours également de ces consultations de suivi qu'il faut interroger l'enfant et sa famille sur les différentes difficultés auxquelles ils sont exposés. Ça peut être des difficultés en rapport avec la scolarité, si c'est un grand enfant, avec l'apprentissage. Il faut rechercher s'il a des troubles de l'attention, de la concentration, s'il a une polyurie. Il faut s'enquérir des aspects sociaux de l'enfant et puis des difficultés que les parents ont dans la mise en œuvre des soins à domicile. J'espère que mes diapositives défilent. Oui. C'est bon, professeur, allez-y. Alors, au cours de la consultation de suivi, il faut également voir quelle est la compliance de l'enfant au traitement de fond. Donc, c'est l'occasion de demander aux parents quel est le traitement que l'enfant prend, comment est-ce qu'il prend cet enfant, et comment est-ce qu'il prend cet enfant, ce traitement. C'est également l'occasion de s'enquérir de l'hydratation, d'évaluer la quantité d'eau que l'enfant boit, d'apprécier la coloration des urines de l'enfant. Et bien évidemment, il faut compléter cette consultation-là à l'examen physique qui va apprécier l'état nutritionnel de l'enfant à travers les différents paramètres anthropométriques. Si c'est un adolescent, il faut pouvoir évaluer les stades pubertaires. Il faut rechercher les signes classiques que l'on va retrouver en période intercritique, c'est-à-dire l'ictère, la pâleur, la splénomégalie, mais il doit s'agir d'un examen minutieux, appareil par appareil, intéressant également le foie, les articulations, les os, la peau, intéressant également l'hygiène corporelle, les dents, les ongles, l'hygiène vestimentaire également. Donc, il faut s'intéresser à tous ces aspects-là. Alors, sur le plan biologique, il faut dire que oui, on a fait un bilan de base. Maintenant, il faut pouvoir faire un bilan de suivi. Et donc, un hémogramme avec le dosage des réticulocytes doit être fait tous les 6 mois. Le rénal, incluant la protéinurie, et voir si possible une microalbuminurie, doit être proposée dès l'âge de 5 ans, puis systématiquement à partir de l'âge de 7 ans et tous les ans. Alors, en dehors du volet biologique, il y a un volet d'imagerie qui va accompagner cette consultation de suivi. Alors, l'imagerie va concerner
plusieurs examens. Le principal et celui sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est l'échodoppler transcrânien, qui est une technique non invasive qui permet de détecter les enfants à risque d'accident vasculaire cérébral. Il faut dire qu'elle permet de mesurer les vitesses moyennes des artères cérébrales et carotides, et c'est un examen qui est disponible à Cotonou et à Paraguay. Alors, c'est un examen qui est indiqué spécifiquement pour les sujets SS ou S-bêta-thalassémiques qui doit être proposé systématiquement dès l'âge de 2 ans, tous les ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Les vitesses pathologiques sont celles où on a une vitesse qui est supérieure à 200 millisecondes par minute. Ça constitue une urgence et ça impose normalement que l'enfant soit soumis au protocole d'échange transfusionnel. En dehors de l'échodoppler transcrânien, à partir de l'âge de 5 ans, tous les 5 ans, il faut aller explorer tous les autres organes, notamment le cœur avec un télécœur, le bassin à la recherche d'une ostéonécrose de la tête fémorale, l'échographie abdominale, la recherche d'une lithiase vésiculaire, tous étant des complications chroniques en rapport avec la drépanocytose. L'échodoppler cardiaque doit être également systématique dès l'âge de 10 ans et ceci tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 16 ans ou selon l'état clinique. Alors, en dehors de ces examens d'imagerie, on a besoin également d'autres spécialistes pour assurer la prise en charge. On a besoin de l'ophtalmologue parce qu'il faut aller faire un fond d'œil et ceci à partir de l'âge de 5 ans. Ça va permettre de rechercher les rétinopathies et ça doit être systématique à partir de l'âge de 9 ans chez les SC et entre 10 et 11 ans pour les SS, puis tous les ans. L'examen ORL va être fait lorsqu'on a une suspicion de maladie des végétations adénoïdes ou bien un syndrome des apnées obstructif du sommeil. La consultation stomatologique doit être également proposée tous les 5 ans. À partir de l'âge de 5 ans, ça permet d'apprécier l'état des dents et de traiter les caries dentaires. Et la consultation radiologique également doit être faite dès l'âge de 5 ans. Sur le plan thérapeutique, il faut pouvoir prescrire le traitement de fond aux patients. Et ce traitement, on voit bien qu'il découle en fait de la physiopathologie de la maladie. On a dit qu'ils sont sensibles aux infections graves. Et l'une des infections les plus courantes et les plus graves, c'est les infections pneumocoques. Et donc, il faut donner systématiquement de la pénicilline V aux enfants atteints. Classiquement, pour les moins de 10 kg, c'est 100 000 unités internationales par kilo par jour. Et pour les plus de 10 kg, 50 000 unités internationales par kilo par jour, avec une dose maximale de 2 millions d'unités internationales par jour. En pratique, on a mis les posologies moins de 10 kg, ça fait demi-comprimé de 250 mg et en 10 et 20 kg, un comprimé et au-delà de 20 kg, le comprimé, et ceci en 2 prises par jour. En dehors de la pénicilline V, l'acide folique est un élément important de la prise en charge qui doit être pris à 5 mg par jour. L'hydratation est un volet important également de la prise en charge. Il doit être administré à 100 ml par kilo par jour. L'hydroxyurée va être administré entre 15 et 20 mg par kilo par jour en prise unique et il est indiqué spécialement pour les enfants SS et S-bêta-thalassémiques. Le déparasitage doit être proposé tous les 3 mois et la chimioprophylaxie anti-palustre également doit être faite. Il faut dire qu'il n'y a pas de consensus en termes de chimioprophylaxie, il y a diverses façons de le faire, mais actuellement, c'est la chimioprophylaxie à la sulfadoxine pyrimétamine associée à l'amodiaquine ou à la sulfadoxine pyrimétamine associée à l'artésunate qui est recommandée. En pratique, nous utilisons donc l'association sulfadoxine pyrimétamine associée à l'artésunate. La vitamine C fait partie également du traitement de fond. Il s'administre à 250 mg par jour avant 20 kg et 500 mg après 20 kg en une prise le matin.
Le fer va être donné surtout aux jeunes nourrissons. Nous sommes dans une zone où l'anémie par carence martiale est importante et donc il est important de supplémenter les nourrissons en fer. Et ça va être administré à 2 mg par kilo par jour pendant 2 mois, tous les 6 mois, jusqu'à l'âge de 2 ans. En dehors de ces éléments principaux qui constituent les éléments du traitement de fond, on est amené à supplémenter ces enfants-là en micronutriments et en oligo-éléments, notamment le magnésium qui doit être administré dès l'âge de 3 ans tous les 6 mois, la vitamine E dès l'âge de 2 ans tous les 6 mois, la vitamine B1, B6, B12, la vitamine D. Bien évidemment, en dehors de tout ce qui est médicaments, il y a également les vaccins qui occupent une place importante dans la prise en charge. Les 9 premiers mois, ils sont calqués sur le PEP de routine. Entre 15 et 18 mois, il faut faire le rappel de tout ce qui a été donné comme Penta et puis associer le ROR. À 2 ans, il faut donner le Pneumo 23, le Tifin VI et le Menactra et faire un rappel tous les 3 ans et proposer des rappels vaccinaux d'âge clé. Professeur Agui, s'il vous plaît. Bien évidemment. Professeur Agui, oui. Il nous reste à peu près 7 minutes. Merci. Il nous reste à peu près 7 minutes. Alors, je vais dire rapidement un mot de l'hydroxyurée pour dire que c'est une molécule qui a été trouvée en 1970 et qui est utilisée dans le traitement des syndromes myéloprolifératifs. Alors, son bénéfice dans le traitement de la drépanocytose est reconnu. Il augmente l'hémoglobine fœtale, il réduit la falciformation des globules rouges, il diminue la viscosité du sang. Alors, plusieurs études ont montré son efficacité, mais il faut dire qu'en Afrique, il n'y a pas encore de consensus par rapport au traitement à l'hydroxyurée. Mais selon une étude récente que j'ai trouvée dans le DREPAF, il y a des indications urgentes, notamment le premier syndrome thoracique aigu, la deuxième vaso-occlusive et accident vasculaire cérébral. Alors, l'hydroxyurée doit être prescrit spécifiquement pour les CES et les bêta-thalassémies dès l'âge de 9 à 12 mois. Il faut dire qu'il est contre-indiqué en cas de grossesse et d'allaitement. Il se présente sous forme de gélule de 500 mg. Il s'administre à 15 à 20 mg par kilo. Il a plusieurs effets indésirables. Ceux dont on craint le plus, c'est les cytopénies et l'azospermie transitoire qui est réversible. Il y a un bilan qui doit être fait en initiation au traitement par l'hydroxyurée, notamment la NFS et les réticulocytes, l'électrophorèse de l'hémoglobine et le bilan hépatique. Et je vous propose ici un algorithme qui vous permet donc de savoir comment est-ce que surveiller un enfant sous hydroxyurée. Classiquement, après l'initiation, il faut faire un hémogramme à 1 mois, à 4 mois, puis tous les 6 mois, et il faut évaluer l'efficacité clinique tous les 3 à 6 mois. S'il y a une bonne réponse clinique, il n'y a pas de changement de traitement. Par contre, si l'enfant a des crises vaso-occlusives persistantes ou a des épisodes de complications aiguës, la dose peut être modulée et il faut augmenter en moins de 2,5 à 5 mg par kilo tous les 2 mois. Les seuils de toxicité, c'est la neutrophilie inférieure à 1200, c'est les plaquettes inférieures à 80 000, le taux d'hémoglobine inférieur à 5 grammes par décilitre et les réticulocytes inférieurs à 80 grammes par litre. On peut arrêter le traitement également en cas d'anomalie de la fonction rénale ou lors de la survenue d'une grossesse ou d'un désir de grossesse. Alors, il faut dire que la prise en charge va être également psychosociale et que l'éducation thérapeutique doit être faite avec les 10 règles d'or. Une ordonnance, je ne sais plus. Ordonnance type pour un patient atteint de drépanocytose, c'est la pénicilline V, c'est l'acide folique, c'est l'eau de boisson, c'est l'hydroxyurée,
c'est la sulfadoxine pyrimétamine associée à la tissulate et la vitamine C. Alors, le calendrier de suivi du traitement de la drépanocytose proposé dans le cadre du PEN+. On vient de finir une campagne et donc on a dépisté les enfants. Il est important de pouvoir suivre les enfants. Eh bien, lorsque le nouveau-né est dépisté, il y a un traitement qui va lui être donné, fait de vitamine B1, B6, B12, sirop. S'il a un poids inférieur à 2,5 kg, ça fait 25 gouttes par kilo. Il faut faire la NFS, il faut doser la G6PD, faire le groupement sanguin et l'électrophorèse, l'isoélectrofocalisation, et puis lui donner ses vaccins. À 6 mois, eh bien, il faut lui donner de la pénicilline V, de la vitamine C, de l'acide folique, associer le traitement adjuvant et lui donner du fer et faire un bilan de suivi, la NFS et les réticulocytes. À 9 mois, vous voyez que le traitement de fond, il ne change classiquement pas, c'est péniv V, vitamine C, acide folique. Il faut donner B1, B6, B12, faire la NFS et faire les vaccins. Je viens à 2 ans. Alors, à 2 ans, le traitement de fond reste le même, mais il faut le déparasiter, lui donner de la vitamine E, faire le bilan, la NFS, le Doppler transcrânien, j'ai insisté pour dire qu'il commence à 2 ans, et compléter ses vaccins avec le méningo, le typhim, le pneumo et le thioris. Et je vais finir à 3 ans pour dire qu'il faut déparasiter l'enfant, lui donner du magnésium, du fer et bien sûr la NFS, le Doppler transcrânien. Pour ne citer que cela, ce calendrier est disponible dans le guide du PEN+. Alors, quelques messages pour finir. La drépanocytose, c'est une maladie chronique qui nécessite un suivi au long cours. Le traitement standard que nous avions toujours fait reste et demeure d'actualité, c'est-à-dire l'administration de la pénicilline V, de l'acide folique, la prophylaxie antipalus, le déparasitage. L'hydroxyurée a montré ses preuves, est reconnu comme étant sécuritaire en Afrique et peut être utilisé chez les enfants SS et S-bêta-thalassémiques lorsque cela est possible. En conclusion, le suivi de l'enfant atteint de drépanocytose est vraiment une étape importante dans sa prise en charge. Il permet d'anticiper et de prendre en charge les complications. Sa régularité contribue à améliorer le pronostic de l'enfant et aujourd'hui, il est important que ce suivi soit intégré à tous les niveaux de la pyramide sanitaire de notre pays si on veut vraiment réduire la mortalité liée à la drépanocytose. Et je voudrais finir en disant que quel que soit l'endroit où l'on se trouve en Afrique, il est toujours possible de faire quelque chose pour un enfant atteint de drépanocytose. Je vous remercie. Merci beaucoup, Professeur Baye, pour cette très belle présentation. Vous êtes resté dans le temps imparti et ça nous fait vraiment plaisir. Je voudrais très respectueusement saluer la présence parmi nous du ministre de la Santé, notre maître, le professeur Benjamin Humpati, qui a été toujours à nos côtés pour les activités de lutte contre la drépanocytose. Chers maîtres, soyez remerciés infiniment pour votre forte implication dans l'amélioration de la prise en charge des patients atteints de drépanocytose au Bénin et surtout dans les activités nécessaires pour la décentralisation de la prise en charge de la drépanocytose sur l'étendue du territoire national. Merci beaucoup, cher maître. Je voudrais également profiter de quelques secondes pour dire un grand merci au président du Conseil national de la médecine hospitalière, le professeur Zanou. Cher maître, merci pour votre accompagnement. Dis également merci au professeur Alban Zoum, qui nous a toujours accompagnés dans la prise en charge des patients atteints de la drépanocytose. Un sincère merci à Dr Aded Bindi, président honoraire de l'Ordre national des médecins du Bénin, qui est parmi nous.
Merci également au nouveau président de l'Ordre des médecins qui a manifesté son désir ardent de nous accompagner dans la prise en charge des patients atteints de drépanocytose. Merci d'être présent parmi nous. Et je ne finirai pas mes remerciements sans dire un grand merci à tous les responsables des centres de prise en charge de la drépanocytose sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais saluer respectivement notre maître, le professeur Kwadonou, qui coordonne les activités de prise en charge de la drépanocytose au CHUDO à Port-Nouveau. Dire un grand merci à Dr Kenom, qui coordonne également la prise en charge des patients atteints de drépanocytose au CNHU, et un grand merci à Dr Nouapo, qui s'occupe de la prise en charge des enfants atteints de la drépanocytose au centre hospitalier départemental du Zou. Voilà, chers maîtres, chers collègues, chers participants, nous avons écouté une brillante présentation de notre maître, le professeur Agbei, qui nous a rappelé que la prise en charge de la drépanocytose a connu beaucoup d'avancées dans le monde. Mais en Afrique, plus précisément au Bénin, nous avons encore des défis en termes de diagnostic et de traitement. Elle nous a rappelé les méthodes utiles pour faire le diagnostic biologique. Elle nous a dit toute l'importance d'impliquer les parents dans le suivi, notamment sur le plan clinique, sur le plan biologique, sur le plan de l'imagerie. Et elle nous a présenté le calendrier de suivi qui a été élaboré et validé dans le cadre du PEN+, qui est un programme qui vise à prendre en charge les premières complications des maladies non transmissibles au niveau de nos hôpitaux de zone. Et aujourd'hui, le Bénin est outillé pour que les centres PEN+, prennent en charge la drépanocytose. Et c'est une option que le Bénin a prise, c'est une grande option que le Bénin a choisie pour soulager les patients atteints de la drépanocytose au niveau le plus bas de la pyramide sanitaire. Elle nous a rappelé également l'importance de l'hydroxyurée dans la prise en charge de la drépanocytose aujourd'hui. L'hydroxyurée, un médicament qui change complètement le profil des patients et qui permet de diminuer de façon très significative la survenue des complications. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Nous allons passer aux discussions et nous avons eu à recueillir dans le lien qui a été envoyé pour s'inscrire à ce webinaire, nous avons eu à proposer que les participants puissent poser des questions. Nous avons une liste de pratiquement une centaine de questions qui nous attendent, mais nous allons également écouter les participants ici présents et je voudrais vraiment inviter tous les participants à garder leur micro fermé lorsqu'ils n'ont pas la parole et ceux qui ont la parole de bien vouloir être précis et concis pour que la question soit adressée à notre maître. Pour commencer, je poserai déjà 5 questions dans le lot de ce que nous avons reçu sur le lien. Première question pour vous, professeur Agbei. De nos jours, y a-t-il des traitements adéquats permettant aux drépanocytaires de survivre au-delà de 33 ans? Deuxième question. Récemment, la forme pédiatrique de l'hydroxyurée a été formulée. Les questions que cela suscite, est-ce que l'hydroxyurée peut finir avec la drépanocytose si l'administration a commencé au bas âge ou bien ça réduira juste les crises? Troisième question, l'hydroxyurée est connue comme un traitement de référence pour de nombreux patients drépanocytaires. Quelles actions sont mises en œuvre pour assurer la disponibilité effective au Bénin et favoriser sa prescription par les médecins traitants lorsque les indications cliniques le justifient? Et une dernière question. La maternité diminue-t-elle les crises chez une femme drépanocytaire? Voilà le premier lot de questions. Maintenant, je voudrais qu'on ouvre la discussion. Les participants qui souhaitent prendre la parole sont priés de lever la main pour qu'on puisse leur donner la parole. Merci. Je ne vois pas encore de main levée. Docteur Aboubakar, est-ce que vous nous recevez? Docteur Aboubakar. Bonsoir. C'est docteur Boukari, Rachad. D'accord, allez-y. Oui.
Je remercie le docteur Massi pour les différentes approches faites pour quand même réunir du grand monde autour de cette présentation. Alors, je remercie également notre cher maître, donc le professeur Agbey, pour cette brillante présentation. Ma question s'adressera ou bien s'intéressera beaucoup plus à l'hydroxyurée. Alors, je voudrais savoir, chez les patients dialysés, par exemple, qui présentent un syndrome thoracique aigu, est-ce que l'hydroxyurée peut toujours être prescrit chez ces patients? Parce que dans les indications au cours de la présentation, j'ai entendu quand même parler du syndrome thoracique aigu qui fait partie de ces indications. Donc, je voudrais savoir si on peut prescrire cela pour essayer de soulager les drépanocytaires qui sont actuellement hémodialysés. Ma seconde question, c'est surtout par rapport aux échanges transfusionnels. De ce que j'ai lu, c'est que c'est quand même un principe thérapeutique qui peut vraiment soulager beaucoup de drépanocytaires. Mais je constate que ce n'est pas fait dans tous les départements. Certes, il y a des modalités pour le faire, soit avec des machines, mais il y a aussi des modalités qui ne nécessitent pas d'avoir une machine pour le faire. J'aimerais savoir pourquoi ce n'est pas développé dans la plupart des grands départements, au moins du pays, pour que cela puisse quand même soulager un grand nombre de populations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur Moussa Youssouf, est-ce que vous nous recevez? Docteur Moussa Youssouf, si vous nous recevez, priez, ouvrez votre micro pour poser votre question. Docteur Moussa Youssouf. D'accord, nous allons passer à Docteur Adegbindi. Docteur Adegbindi, vous nous recevez? Docteur Adegbindi, si vous nous recevez, ouvrez votre micro pour poser votre question. D'accord, nous allons passer. Docteur Kouassi, est-ce que vous nous recevez? Docteur Kouassi, vous nous recevez? Vous avez levé la main. Oui, bonsoir. Oui. Oui, allez-y, docteur Kouassi. OK. Merci beaucoup, docteur. Mais je salue la présence de tous les participants, en l'occurrence nos maîtres de ce col. Et je remercie notre maître, docteur Agbey, pour la présentation instructive et aussi le modérateur. Merci à vous. J'ai quelques préoccupations concernant la drépanocytose. Alors, avoir plus d'éclaircissements sur le dépistage néonatal de la drépanocytose. Bon. Au fait, à ma connaissance, c'est souvent dit jusqu'à l'âge de 3. Je vois que le dépistage est aussi dans le rang des nouveau-nés. Je veux en savoir plus. Et est-ce que c'est l'électrophorèse, ce que nous avons l'habitude de demander, qu'il faut leur demander également? Ma deuxième préoccupation, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'âge limite pour la vaccination, les différentes vaccinations en cas de dépistage de la drépanocytose? Est-ce qu'il y a un âge limite pour ça? Et ma troisième préoccupation, c'est concernant l'hydroxyurée. J'ai vu que le traitement est plus à l'endroit des formes SS et SC. Je voudrais mieux comprendre pourquoi une telle préférence, ou est-ce que c'est possible d'utiliser dans les autres formes, les formes AS qui présentent une clinique très sévère de la maladie. Et c'est tout. Merci. Merci, docteur Kouassi. Docteur Kabeya,
Docteur Kabea, vous nous recevez? Oui, 5 sur 5. Merci de poser vos questions. Merci beaucoup les modérateurs. Merci aussi à la présentatrice de ces webinaires. J'avais aussi des petites préoccupations concernant toujours la drépanocytose. La première, c'est que je voulais un peu savoir, est-ce que l'énurésie peut être l'un des signes pouvant dire que on a déjà une atteinte rénale? Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est par rapport à l'hydroxyurée, étant donné que chez une femme enceinte, l'hydroxyurée est contre-indiqué. Alors que faire chez une femme enceinte mais qui est drépanocytaire? Pendant ce temps, les suivis seraient faits de quoi? Merci. Merci beaucoup. Docteur Houndéon. Docteur Houndéon, vous nous recevez? Oui, je vous reçois très bien. Merci. Je corrige, je ne suis pas docteur, je suis un agronome. Mon enfant suit le suivi au niveau du centre avec tous les honneurs et toutes les différences. Je salue toutes les autorités, les sommités de la santé réunies. J'ai deux préoccupations. Je voudrais demander comment nous allons faire lorsqu'il y a pénurie de la quinine pour pouvoir soigner les enfants. La chloroquine, pardon, la chloroquine. La pénurie de la chloroquine pour pouvoir soigner les enfants. Quelles molécules pouvons-nous utiliser en remplacement pour pouvoir régler ce problème? Ma seconde préoccupation, quelqu'un l'a déjà demandé, c'est un traitement à vie, n'est-ce pas? Alors, que dites-vous? Sur les réseaux sociaux, nous voyons des gens qui disent qu'ils guérissent. Tout récemment, j'ai lu un article venant d'un pays étranger, je vais donner la précision plus tard, où par un système médical, il guérit la drépanocytose. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. Merci, M. Houndéon. Madame Monel. Madame Oui, Monel, merci. Oui, je vous remercie, docteur Massy. Je voudrais savoir si l'artésunate par voie orale est disponible. Madame Monel, vous êtes là? Oui. Vous avez fini vos questions, Madame Monel? Parce que c'est ça qui nous avait posé problème. Oui? Oui, allez-y, on ne vous entendait plus. Allô? Oui, madame. Je voudrais savoir si l'artésunate par voie orale est disponible pour la prévention du paludisme. D'accord. Nous, au centre, on utilise la chloroquine, mais depuis un moment, on ne l'a plus. Et ce protocole, on l'avait également envisagé, mais la sulfadoxine pyriméthamine est disponible, mais l'artésunate par voie orale, on ne l'a pas. Et c'est ça qui avait fait qu'on n'avait pas institué ça. Donc, je voudrais savoir si c'est disponible et où en trouver. Merci. Merci, madame. Monsieur Nino Aoudjinou, est-ce que vous nous recevez? Monsieur Nino bonjour Aoudjinou. Bonjour. Oui, je vous reçois, vous m'entendez? Oui, nous vous recevons. Ok. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je salue toutes les personnalités et les personnes qui sont en ligne. Donc, Nino Aoudjinou, je suis le président de l'ONG Bivebest et nous accompagnons les actions de drépanocytose. J'ai compris que c'est très technique, mais moi, j'ai juste une question simple. Est-ce que comme nous qui parlons français, nous avons pu bénéficier de ce webinaire en ligne? Est-ce que dans les activités qui sont prévues courant l'année, il y a des activités comme celle-ci en langue locale qui permettent à nos communautés, qui pour la plupart ne parlent pas français et ne sont souvent pas connectés, d'avoir accès à ce que nous avons eu ce soir et aussi surtout de poser des questions par rapport et ne pas être forcément obligé de venir dans un centre de santé. Voilà ma petite préoccupation et je remercie tous ceux qui travaillent
pour que la drépanocytose recule dans nos communautés. Merci. Merci beaucoup. Madame Diane Vaux, est-ce que vous nous recevez? Madame Diane Vaux, est-ce que vous nous recevez? Si Madame Diane Oui, Vaux... je suis là. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Oui, je voudrais remercier tous les professionnels de la santé pour les efforts qu'ils fournissent pour la prise en charge de la drépanocytose. J'ai pris le débat en cours de route et je ne sais pas si ma question a déjà été prise en compte, mais je vais quand même la poser. Je voudrais savoir dans quel cas est-ce qu'il faut prescrire l'hydréa, je vais dire ça sous cette forme-là, pour être sûr de bien le dire, pour les patients drépanocytaires adultes. Ma seconde question, c'est aussi de savoir, généralement, nous parlons de prévention pour le paludisme et l'infection. Et en matière de prévention, je voudrais savoir quelle est la marge entre la prévention et l'automédication. Parce que si, par exemple, un patient qui doit faire ses contrôles médicaux à intervalles, disons, une fois dans le trimestre, dans un mois comme ça, comment est-ce que ce patient-là pourrait prévenir les maladies telles que le paludisme sans vraiment tomber dans l'automédication? Ce sont mes questions. Merci encore. Merci beaucoup, madame. Nous allons terminer cette série de questions avec monsieur Ouessou Maxime. Monsieur Ouessou, est-ce que vous nous recevez? Oui, oui, monsieur, oui, docteur Dassi, merci. Merci beaucoup, monsieur le docteur Dassi. Merci beaucoup, professeur Agbeyi, maître. Merci, chers participants. Ma première question, c'est par rapport à la vitamine C. Si nous sommes devant un patient qui a un déficit en G6PD, vu que la vitamine C est contre-indiquée chez eux, quelle serait dans ce cas l'alternative? La deuxième question, c'est par rapport à l'hydratation. L'hydratation est à 100 mg, 100 ml par kilo par 24 heures. Je voudrais demander, est-ce qu'il y a un plafonnement de la dose à donner à l'enfant ou bien, peu importe le poids, on peut appliquer cette formule? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ouessou, pour vos préoccupations. Professeur Agbeyi, la moisson a été abondante. Vous allez avoir la parole tout à l'heure pour répondre aux préoccupations de nos participants. Mais je voudrais respectueusement demander à notre maître, le professeur Benjamin Roupati, ministre de la Santé, qui malgré son agenda très chargé, nous a rejoints pour ce webinaire. Cher maître, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour dire un mot, s'il vous plaît, aux participants? Merci. Allô, cher maître? Je pense qu'il y a quelques petits soucis de connexion certainement avec notre maître. Nous allons revoir la liaison avec le ministre de la Santé qui certainement prendra la parole avant la fin de cette session. À présent, je voudrais laisser la parole au professeur Agbeyi. Professeur Agbeyi, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois parfaitement. D'accord. Bon, j'avoue que la moisson était vraiment importante et j'ai pris quelques questions. Je ne suis pas sûre d'avoir pris toutes les questions,
mais je pense que je vais répondre au fur et à mesure et au besoin. Si j'en oublie certains, docteur Massy, tu voudras bien m'aider à m'en souvenir. Alors, Absolument. je voulais commencer par la dernière question qui était relative à la vitamine C et le déficit en G6PD. Et c'est vrai que la vitamine C est contre-indiquée chez les déficitaires, les sujets déficitaires en G6. Si vous avez un sujet qui est déficitaire en G6PD, vous n'avez pas à lui donner de la vitamine C. Alors, en ce qui concerne l'hydratation, c'est vrai que vous avez demandé s'il y a un plafonnement. Il faut dire que classiquement, chez les adultes, vous allez lui dire de boire maxi 3 litres d'eau par jour. Mais en fait, ce qui est déterminant et qui vous permet vraiment de vous assurer que votre sujet est bien hydraté, c'est la couleur des urines. Ça, c'est ce qui est important à retenir. C'est la couleur des urines qui vous permet de savoir si votre patient est bien hydraté ou pas. En ce sens que s'il est bien hydraté, eh bien, il aura des urines qui sont claires. Et s'il n'est pas assez hydraté, il aura des urines qui sont jaunes ou qui sont foncées. Donc, je ne pourrais pas vous dire d'emblée qu'il y a un plafonnement, mais il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils soient très regardants par rapport à la couleur des urines, en sachant que lorsque les urines sont claires, c'est qu'ils sont vraiment hydratés, mais que le minimum à boire pour un adulte, c'est au moins 3 litres d'eau par 24 heures. Alors, il y avait une question par rapport à l'hydroxyurée. Dans quel cas chez l'adulte? Bon, je pense que les indications ne vont pas forcément être les mêmes que chez l'enfant, mais un adulte qui vous a fait un épisode de syndrome thoracique aigu une fois, un adulte qui a déjà fait un accident vasculaire cérébral une fois, ou alors un adulte qui a plus de 3 épisodes de crise vaso-occlusive par an, par exemple, ou qui a des crises vaso-occlusives qui sont sévères et qui sont vraiment hyper allergiques, c'est pour moi, je ne suis pas hématologue, je ne suis pas médecin d'adulte, mais pour moi, ce sont par exemple des indications à la mise sous hydroxyurée. Je vais laisser Dr Massy compléter par rapport à ça. Alors, en ce qui concerne l'artésunate, c'est vrai qu'en pratique, dans les officines, vous n'avez pas la molécule d'artésunate seule, isolée, mais vous avez des associations d'artésunate et de sulfadoxine pyrimétamine. Et donc, par exemple, vous avez une combinaison de sulfadoxine pyrimétamine à 500 mg, de sulfadoxine pyrimétamine 25 mg de 500 mg de sulfadoxine, 25 mg de pyrimétamine et je crois 200 mg d'artésunate. Comme vous avez des doses pédiatriques où vous avez 250 mg de sulfadoxine, 12,5 mg de pyrimétamine et 100 mg d'artésunate. Donc, puisque c'est difficile d'avoir de l'artésunate isolé, en pratique, nous, on prescrit cette combinaison-là. Et puisque c'est dit que le patient doit prendre l'artésunate sur 3 jours, on recommande aux patients donc de prendre la combinaison sulfadoxine pyrimétamine artésunate sur 3 jours. Donc, c'est l'alternative que nous avons trouvée. Sinon, je profite pour répondre à celui qui a posé la question par rapport à la chloroquine. C'est vrai que pendant longtemps, c'est la chloroquine que nous avons utilisée en chimioprévention du paludisme, mais la chloroquine n'est plus disponible sur le marché. Et donc, la sulfadoxine pyrimétamine en association à l'artésunate est une alternative que vous pouvez utiliser pour la prévention du paludisme chez vos enfants. Et puis, cette combinaison-là est recommandée par l'OMS et c'est les combinaisons qui sont également utilisées dans le cadre des chimioprophylaxies saisonnières. Donc, ça peut être de la sulfadoxine pyrimétamine associée à de l'artésunate ou associée à de l'amodiaquine.
Alors, il y avait une question par rapport à la guérison de la drépanocytose également que quelqu'un a posé pour dire est-ce qu'on peut guérir de la drépanocytose, me semble-t-il. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que en ce qui concerne la drépanocytose, à l'heure actuelle, il n'y a que par la greffe de cellules souches hématopoïétiques qu'on peut guérir de la drépanocytose. Et cette prise en charge-là n'est pas disponible sous nos yeux. C'est vrai que depuis quelque temps, il y a également la thérapie génique qui a une alternative à la greffe de cellules souches qui est utilisée. Et c'est vrai que depuis quelques jours, il y a, je crois, des informations qui circulent comme quoi en Louisiane, il y a un premier patient qui a été guéri grâce à la thérapie génique. Donc, c'est vraiment la greffe de cellules souches qui permet donc de guérir de la drépanocytose et l'alternative, c'est la thérapie génique. Alors, il y avait une question par rapport à l'énurésie. Alors, il faut dire que du fait de la physiologie, même du fait de la maladie, le sujet drépanocytaire n'arrive pas donc à avoir une bonne concentration des urines. Donc, il va hyperfiltrer. Et c'est ce qui explique donc qu'il a tendance à pisser beaucoup plus fréquemment que les autres. Et donc, l'énurésie peut être un signe de défaillance rénale et c'est quelque chose qu'il faut regarder vraiment de très près. Alors, il y avait une question par rapport à la femme enceinte, mais j'avoue que je n'ai pas bien noté la question, docteur Massy. Je ne sais pas si tu as c'est docteur Kabeya. Oui, docteur Kabeya demandait par rapport à la femme enceinte, vu que l'utilisation de l'hydroxyurée est contre-indiquée sur la grossesse, quelles sont les alternatives qu'on pourrait proposer à une femme enceinte drépanocytaire? C'était sa question. Alors, pourquoi l'hydroxyurée est contre-indiquée pendant la grossesse? C'est parce que pendant longtemps, c'est décrit que l'hydroxyurée peut être source d'embryo-fœtopathie. Donc, s'il y a une toxicité sur le fœtus, c'est pour ça qu'on ne le recommande pas chez la femme enceinte. Mais de plus en plus, quand même, il y a des études qui montrent que les femmes, elles peuvent l'utiliser. Je ne dis pas d'emblée qu'il faut prescrire l'hydroxyurée aux femmes enceintes. Il faut s'en tenir à ce qui est dit. Maintenant, en termes d'alternatives, c'est que si vous avez la possibilité d'avoir accès à des échanges transfusionnels dans votre localité, c'est de proposer des échanges transfusionnels à ces gestantes. Encore que c'est au cas par cas. Vous n'êtes pas obligé de faire des échanges transfusionnels à toutes vos gestantes. Il y a des indications pour les échanges transfusionnels. La gestante peut être bien suivie pendant sa grossesse sans hydroxyurée. Alors, il y avait une question par rapport à, je crois que c'est docteur Kouassi, qui voulait savoir le dépistage néonatal. Alors, il faut dire que en ce qui concerne le dépistage néonatal, le meilleur examen qui vous permet de faire le bon diagnostic de la drépanocytose en période néonatale, ça reste et ça demeure l'isoélectrofocalisation. Et cet examen n'est, me semble-t-il, pas disponible sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui est sûr, c'est vrai que l'avènement des tests de diagnostic rapide a révolutionné le diagnostic et le test de diagnostic rapide peut être positionné également en période néonatale, mais ça reste et ça demeure un diagnostic d'orientation. Et donc, avant l'âge de 6 mois, lorsque vous faites un test de diagnostic rapide et qu'il s'avère que l'enfant est atteint d'un syndrome drépanocytaire majeur avant l'âge de 6 mois, eh bien, il faut faire normalement l'isoélectrofocalisation pour pouvoir confirmer ce diagnostic. Et si vous n'avez pas accès à l'isoélectrofocalisation, ce serait d'attendre que l'enfant ait l'âge de 6 mois pour faire une chromatographie
à haute performance liquide ou bien, voilà, pour pouvoir asseoir votre diagnostic. Alors, vous avez dit que l'hydroxyurée, seulement pour les SS et les S-bêta-thalassémie, qu'en est-il des SC? Docteur Massy, j'espère que c'est bien ça, sa question. C'est bien ça la question. Alors, c'est vrai que initialement, l'hydroxyurée est préconisé vraiment pour le traitement des SS et des S-bêta-thalassémiques, simplement parce que c'est les plus symptomatiques, parce que c'est eux qui font vraiment les complications les plus graves et parce que au cours de la plupart des études qui ont été faites, c'est des études qui ont été faites surtout sur les sujets SS et S-bêta-thalassémie parce qu'ils font les formes ils ont la forme la plus grave, et ils sont vraiment les plus symptomatiques. Mais de plus en plus, il y a des études qui montrent que l'hydroxyurée également peut être utilisée chez les sujets SC. Je crois qu'il y a un article que l'équipe canadienne du CHUM a publié récemment qui montrait que l'hydroxyurée chez les adultes contribuait à réduire d'au moins 56% la fréquence des crises vaso-occlusives. Mais nous n'en sommes pas encore là dans notre pays. Faisons attention. Nous n'en sommes pas encore là simplement parce que vous avez vu tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons des difficultés en termes de diagnostic, nous avons des difficultés en termes de prise en charge. En ce qui concerne le traitement standard de base, c'est-à-dire l'administration de la pénicilline B, de l'acide folique, de l'eau et tout le reste, nous avons encore des difficultés. Beaucoup de nos patients n'ont pas encore accès à ça. Et donc, si un travail que nous devons faire, c'est d'abord de faire en sorte que nos patients puissent avoir le traitement de base. Et maintenant, pour ce qui concerne l'hydroxyurée, c'est de faire en sorte que nos patients SS, nos patients S-bêta-thalassémie puissent également avoir accès à ce traitement-là. Mais la question reste entière parce que oui, c'est un médicament qui marche, qui a fait ses preuves, mais en termes de disponibilité et en termes de coût, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et je profite donc de ce panel pour lancer un appel à nos autorités pour dire oui, nous savons que l'hydroxyurée marche, mais il n'est pas accessible à la plupart de nos patients qui posent les indications et donc qui répondent du moins aux indications. Et donc, c'est de faire un plaidoyer pour que ce médicament-là puisse être subventionné pour faciliter l'accès à nos patients. Alors, le docteur Kouassi a également parlé des formes SS, des formes AS qui ont une symptomatologie sévère. Le AS ne peut pas être symptomatique. Le AS est considéré comme un porteur de traits. Donc, du moment où il devient symptomatique, la question c'est de savoir est-ce que c'est véritablement un AS? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'un syndrome drépanocytaire majeur? Donc, un AS, comme je l'ai dit dans ma présentation, un AS est asymptomatique. Donc, s'il est symptomatique, il faut aller regarder correctement l'étude de l'hémoglobine. Et docteur, je crois que c'est docteur Yaou qui a demandé si les patients dialysés pouvaient être mis sous hydroxyurée. Si les patients dialysés ayant présenté un syndrome thoracique aigu pouvaient être mis sous hydroxyurée. Alors moi, la question que je voulais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il est dialysé? Est-ce qu'il est dialysé parce qu'il a une néphropathie drépanocytaire? Mais la
s'il a un syndrome thoracique aigu, à mon avis, s'il a un syndrome thoracique aigu, il y a une indication à ce qu'il soit mis sous hydroxyurée. Et je pense bien que même dans les néphropathies drépanocytaires, c'est recommandé que le patient soit également mis non seulement sous énalapril, mais également qu'il soit mis sous hydroxyurée. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question parce que le contexte ne me semble pas assez bien expliqué. Alors, échange transfusionnel, pourquoi est-ce qu'il n'est pas disponible dans tous les départements du pays? Il faut dire que l'échange transfusionnel, c'est quelque chose qui n'est pas la panacée, en ce sens que ça demande d'abord la disponibilité des appareils. Ensuite, ça demande une bonne disponibilité des produits sanguins labiles, une sécurité transfusionnelle, et ça demande également, ça a un coût. Il me semble que au CNHU, il faut débourser au moins 350 000 francs pour avoir accès à l'échange transfusionnel. C'est pour dire que l'échange transfusionnel, c'est-à-dire quand c'est l'appareil que l'on utilise, quand c'est une érythrocytaphérèse que l'on veut faire, ça a un coût, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les échanges manuels qui peuvent être faits au niveau, donc, tout au moins des centres hospitaliers universitaires. Et ça, c'est des techniques qu'on peut enseigner aux médecins qui s'occupent de la prise en charge des sujets drépanocytaires. Mais pour l'instant, les échanges transfusionnels, les érythrocytaphérèses faits avec la machine là, c'est pas donné. C'est pas donné. Et docteur Massy, peux-tu m'aider avec le reste des questions? D'accord. Merci beaucoup, professeur Agueil, pour ces belles réponses. Il restait en suspens 2 questions sur cette liste. Est-ce qu'il y a un âge limite pour la vaccination? Et la deuxième question, qui est plutôt une exhortation, à mon humble avis, c'est pouvoir faire des activités en langue locale. Alors, je vous laisse répondre déjà à ces 2 avant de continuer. Âge limite pour les vaccinations. Pour la vaccination, oui. Ben, âge limite pour la vaccination, je pense qu'il y a, comme je l'ai expliqué dans la physiopathologie, il y a des vaccins qui sont des vaccins que je vais dire indispensables, dans le sens qu'elles préviennent les infections liées à des germes encapsulés. C'est le cas du pneumo 23, c'est le cas du Menactra et c'est le cas du typhus VI. Et à mon avis, il n'y a pas d'âge limite pour ces 3 vaccins-là. Maintenant, pour ce qui concerne les différents vaccins de rappel, je ne me rappelle plus forcément trop du calendrier vaccinal, mais je pense que c'est autour de 19-20 ans que ces rappels-là s'arrêtent. Mais pour ce qui est de ces 3 vaccins spécifiques dont j'ai parlé, c'est des vaccins qui ont une durée de vie de 3 ans. Et donc, lorsque vous l'administrez aux parents, à l'enfant, ou bien au sujet, il faut le renouveler au bout de 3 ans, parce qu'au bout de 3 ans, il a perdu son immunité par rapport à ces vaccins-là. Deuxième Merci question. beaucoup. Pardon, professeur Agueil, je pense que vous avez répondu à la question. Et nous arrivons pile poil à la fin des discussions. Je voudrais rapidement laisser la parole. Il y avait 2 intervenants qui étaient... Oui. Il y a des questions auxquelles il y a des questions auxquelles je m'attendais à ce que tu réagisses. Comme tu es hématode d'adulte, oui, c'est l'hydroxyurée. Dans quel cas chez l'adulte? Je vais revenir là-dessus. Oui. Merci Docteur Adegbidi, est-ce que vous êtes connecté, s'il vous plaît? Docteur Adegbidi, si vous êtes connecté, merci d'ouvrir votre micro pour poser votre question.
Bon, Dr. Ariboudi n'arrive pas à nous joindre. Je voudrais juste rappeler à tous les participants que nous allons partager la présentation du professeur Agbei avec sa permission à tous les participants et que nous allons partager également le calendrier de suivi de la drépanocytose tel que prévu dans le PEN+, avec tous les participants. Il restera certainement des questions sur lesquelles nous allons continuer les discussions dans les différents groupes. Je précise que nous sommes toujours disponibles à faire ces débats-là dans les différents groupes que nous connaissons, notamment les groupes de l'Ordre national des médecins du Bénin, pour pouvoir faire avancer la prise en charge de la drépanocytose. La seule question que le professeur Agbei avait laissée en suspens, qui concernait les adultes, c'est par rapport aux indications. Et sur ce point-là, les recommandations sont claires, notamment le PNDS 2024 que nous continuons d'utiliser jusqu'à aujourd'hui et qui n'a pas été modifié, qui dit clairement que tous les patients drépanocytaires SS et S-bêta-thalassémiques, dès qu'il y a eu la première manifestation clinique douloureuse nécessitant un recours médical pour la prise en charge, ce patient est déjà éligible à la mise sous hydroxyurée. Donc, il ne faut pas forcément attendre que les complications arrivent pour mettre le patient sous hydroxyurée. Et c'est la vocation que nous avons aujourd'hui, mettre tôt l'hydroxyurée en place pour éviter que les complications graves, notamment le syndrome thoracique aigu, les accidents vasculaires cérébraux, que ces complications-là n'arrivent. Et donc, on arrive actuellement à la synthèse de cette séance qui a été une séance très riche avec un débat très important. Qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir que la prise en charge de la drépanocytose a connu beaucoup d'avancées dans le monde, mais également dans notre contexte au Bénin. Deuxième élément à retenir, c'est que la prise en charge de la drépanocytose au Bénin, avec le ministère de la Santé qui s'investit énormément dans cette prise en charge, nous arrivons à la décentralisation de cette prise en charge aujourd'hui au niveau de nos hôpitaux de zone. Et pour commencer, il y a déjà 4 sites qui sont identifiés, qui sont en train d'être équipés avec un personnel identifié que nous allons accompagner pour pouvoir prendre en charge les patients atteints de la drépanocytose au niveau de nos hôpitaux de zone. Notamment, l'hôpital de zone de Bembereke est déjà retenu, l'hôpital de zone de Kandi, l'hôpital de zone de Sakete et le centre de santé de Vakon à Mistrete constituent les premiers centres dans lesquels la prise en charge sera faite au niveau déconcentré. Et très rapidement, tous les hôpitaux de zone vont emboîter le pas pour que nos patients n'aient pas à faire de longues distances pour pouvoir se faire prendre en charge. Troisième point qu'il faut retenir de nos discussions ce soir, c'est que la prise en charge de la drépanocytose nécessite un diagnostic précoce. Et c'est ce que le ministère de la Santé a voulu mettre en œuvre par le dépistage national, où nous avons dépisté un nombre très important de sujets au cours de la semaine dernière et nous encourageons tous les confrères à inciter nos populations à se faire dépister à très moindre coût au niveau de nos hôpitaux de zone. Le test de dépistage rapide est disponible et à moindre coût et cela nous permettra de pouvoir identifier assez rapidement les sujets atteints de drépanocytose, les insérer dans le circuit de prise en charge pour que les complications n'arrivent plus. Et la dernière recommandation, c'est la mise en place dans nos protocoles de prise en charge de l'hydroxyurée. Pour ceux qui n'en ont pas encore l'habitude, l'hydroxyurée est un médicament aujourd'hui qui change complètement la vie du patient atteint de drépanocytose. La prescription de l'hydroxyurée est de l'ordre de tout le monde. On n'a pas besoin d'être spécialiste. Même dans des pays à l'étranger, nous avons vu des sages-femmes, des infirmiers prendre en charge correctement des personnes atteintes de drépanocytose sous hydroxyurée. Donc aujourd'hui, très clairement, nous devons pouvoir être en mesure d'insérer cette molécule dans notre prise en charge. Le ministère de la Santé, avec la SOBAPS, s'organise pour que ce médicament soit disponible sur l'ensemble du territoire national à un prix réduit. Et c'est à nous de nous approprier les protocoles pour pouvoir en faire bénéficier nos patients. Voilà un peu les recommandations que je pense nécessaires à la fin de ce webinaire. Et pour pouvoir clôturer cette session qui a été très riche,
je voudrais très respectueusement donner la parole au président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin, Dr Lafia Kamel, à prendre la parole pour mettre fin à ce webinaire. Dr Kamel, est-ce que vous nous recevez? Dr Lafia? Oui, bonsoir, Dr Massi. Vous m'entendez? Oui, nous vous recevons 5 sur 5. Merci de prendre la parole. Merci beaucoup, Dr Massi. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, chers collègues. Avant tout propos, je voudrais très respectueusement saluer la présence de notre maître, le professeur Benjamin Mpati, ministre de la Santé. Et je voudrais également saluer la présence de notre maître, le professeur Zanou, au nom du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin. Donc, au thème de ce webinaire, je voudrais, au nom du Conseil national de l'Ordre, remercier chaleureusement les organisateurs, les intervenants, notamment le professeur Agbey et le docteur Omaric Massi, qui a su gérer cette modération avec une quasi-perfection. Je voudrais aussi remercier tous les participants pour la qualité des échanges. Nous avons beaucoup appris et je suis sûr que ces différents messages ne tomberont pas dans les oreilles de sourds. Permettez-moi aussi de remercier Dr Salman, le coordinateur national du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, qui a fait l'honneur au Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin en nous invitant à ce webinaire. Donc, cette invitation, j'espère que ça ne sera pas la dernière, témoigne de la confiance que le programme accorde à notre institution. Et nous en sommes particulièrement sensibles. Au cours de ces propos, il est ressorti que la drépanocytose demeure un véritable défi de santé publique dans notre pays, mais c'est aussi un domaine où les progrès scientifiques nous permettent d'offrir un meilleur avenir aux patients. Mais à une condition, c'est que les professionnels de santé soient bien formés et que les bonnes pratiques soient appliquées. Et c'est précisément dans cette dynamique que s'inscrit le plan d'action du mandat du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a pour ambition de faire de l'Ordre des médecins non seulement une institution réglementaire et disciplinaire, mais aussi une institution qui est pleinement engagée dans la promotion de la qualité des soins à travers la formation médicale continue. Nous comptons mettre en place une plateforme d'e-learning et j'espère que nous allons pouvoir travailler avec le programme à travers aussi le partage de bonnes pratiques et le soutien aux initiatives scientifiques qui portent sur les priorités de santé publique, dont la drépanocytose dont nous avons parlé ce soir. Donc, c'est sûr, au cours de ces quatre années à venir, au cours de notre mandat, vous allez vous attendre à davantage d'activités scientifiques, à davantage de formation, de recommandations professionnelles. Nous comptons beaucoup travailler avec les sociétés savantes et de partenariats pour que chaque médecin au Bénin puisse disposer des outils nécessaires pour offrir les meilleurs soins possibles à ses patients. Donc, ensemble, nous devons faire en sorte que chaque enfant atteint de drépanocytose ait les meilleures chances de grandir, d'étudier et de vivre pleinement. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant notre mandat, nous voulons que l'Ordre des médecins, je l'ai dit, soit reconnu pas seulement comme garant de l'éthique et de la déontologie, mais aussi comme un moteur dans l'amélioration de la qualité des soins au Bénin. Et je puis vous assurer que la lutte contre la drépanocytose et les autres maladies non transmissibles, pas parce que je suis cardiologue, feront pleinement partie de cette ambition. Avant de clore mon propos, je voudrais sincèrement formuler un vœu.
c'est celui de se voir renforcer la collaboration institutionnelle, une collaboration institutionnelle durable entre le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et le Conseil national de l'ordre des médecins du Bénin. Nous demeurons convaincus qu'il va falloir conjuguer nos efforts, mieux accompagner les médecins, renforcer leurs compétences pour améliorer de façon durable la prise en charge des patients, notamment ceux atteints de drépanocytose. De toute façon, le Conseil de l'ordre que je préside sera totalement disponible pour contribuer à cette noble mission. Donc, c'est sur cette note d'engagement partagé que je déclare officiellement clos ce webinaire. J'invite ceux qui n'ont pas eu le temps, ceux qui ne connaissent pas leur statut, à le faire. Je crois qu'on a encore toute la semaine, belle semaine. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Lafia, pour ces mots d'engagement. Il est 20h33 à ma montre, ce qui signifie officiellement que je dois 3 minutes aux participants. Je voudrais, avec votre permission, prendre quelques secondes pour dire encore un grand merci à notre maître, le professeur Benjamin Moupati, ministre de la Santé, qui est resté de bout en bout avec nous pour suivre nos différentes discussions. Merci beaucoup, cher maître. Je voudrais également dire un très sincère merci à notre maître, le professeur Agbei, qui nous a édifiés ce soir et qui a lancé le débat. Ce débat-là va continuer certainement dans les différents groupes de l'Ordre national des médecins du Bénin, afin que nous puissions nous améliorer, nous aguerrir pour la prise en charge de nos patients. Sur ce, je dis également un merci à tous nos maîtres qui sont ici présents, à tous les participants qui sont ici présents, à tous les patients et parents de patients atteints de drépanocytose, pour nous dire à nous tous, l'espoir est permis. Travaillons ensemble la main dans la main pour améliorer significativement la qualité de vie de nos patients atteints de drépanocytose. Sur ce, bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.